j'habitais à Villers-le-Bel, dans un quartier qui était, franchement, t'ouvres un placard, t'avais des cafards. Si j'avais pas eu le sport, je pense que ça aurait été compliqué. Pour moi, comme je dis toujours, c'est pas une excuse, en fait, de venir d'un endroit ou d'un autre, c'est toi et tes envies et tes déterminations. Et je suis hyper déterminé. J'ai envie d'accomplir des choses que personne n'aurait pensé possible pour moi. Et être là où personne ne pense que c'est possible que j'y sois. On m'a dit que le rugby était fini, je devrais avoir un défibrillateur, etc. Mais je me suis dit, attends, mais j'ai fait tout ça pour ça. Bienvenue dans La Recette, le podcast qui vous aide en tant que lycéen, étudiant et futur étudiant à trouver votre voie et votre vocation. Aujourd'hui, on reçoit Hassan, un rugbyman et entrepreneur qui va nous montrer que son parcours n'a pas été forcément tout le temps linéaire, qu'il a dû faire face à des difficultés et qu'il s'est toujours battu pour se relever. Bonjour Hassan. Bonjour à toutes et à tous. Hassan, toi, t'es devenu rugbyman à 15 ans. C'est ça. C'est quand même assez tard pour les rugbyman français classiques. D'abord, ouais, je suis arrivé sur le tard dans le rugby et je commençais le rugby de base, je faisais de la boxe et il y a mon père qui m'a parlé d'un sport parce qu'il m'était blessé au poignet. Il m'a dit que tu devrais essayer le rugby, ça va te plaire, etc. C'est un sport assez qui colle vraiment à nos principes, etc. Donc tu devrais essayer. Il s'avérait que j'habitais à Villers-le-Bel à ce moment-là, mais il n'y avait pas de club de rugby. Le seul club, il était à Sarcelles. Il y avait des petits conflits entre les deux villes, mais des trucs bateaux. Donc mon père, il m'a dit voilà, c'était du rugby. On a trouvé un club à Montmorency. J'ai joué au rugby là-bas. Parce que mon père, il m'avait dit voilà, faut que je fasse un sport parce que j'étais hyper turbulent. J'avais besoin de me dépenser. La boxe, ça me suffisait pas. Je me sentais pas tenir un groupe. Et quand t'es jeune, je pense, quand t'es adolescent, t'as besoin de ce sentiment d'appartenance. Un groupe, et j'avais pas ce truc-là. Et donc, j'ai accroché directement. J'ai mis quelques mois à devenir fou de rugby. Au départ, j'avais du mal parce que voilà, c'était pas forcément, ça correspondait pas forcément à mes codes. Mais avec le temps, voilà, j'ai apprécié et tout a déroulé au fil du temps, quoi. Et est-ce qu'il y a un événement marquant qui t'a donné un peu le déclic, qui t'a donné l'envie de switcher, enfin de passer de la boxe d'un milieu un peu plus peut-être violent dans ton enfance, c'était des turbulents, etc., à des valeurs comme celle du rugby, on y reviendra après. Bah, en fait, c'était le sentiment, encore une fois, d'appartenance à un groupe. J'ai senti que j'étais bon dans ce domaine-là. Et lors de mon premier match, en fait, je crois que je marque 2-3 essais. Et ce qui est énorme pour quelqu'un qui vient de commencer le rugby. Et j'ai vu le regard des gens que forcément, si je faisais pas de rugby, j'étais pas amené à les croiser. Et j'ai vu que leur regard avait changé, que j'avais une importance aux yeux des gens, que je pouvais apporter du plaisir à beaucoup de gens. Et surtout à moi, du coup, parce que ça en découlait de suite. Et j'ai vu aussi mon père heureux, mes parents heureux. Donc, je me suis dit, voilà, je fais quelque chose d'impactant dans ma vie pour moi et pour les autres. Et je me sentais, voilà, appartenir à un groupe. Donc, j'étais pleinement heureux, quoi. Donc, c'était vraiment mon premier match qui m'a fidélisé à ce sport-là, ouais. J'imagine aussi qu'il y a une partie physique qui joue. Ouais. Donc tu devais avoir quand même, pour un jeune de 15 ans, une carrure qui fait que tu as été aussi remarqué sur ce point-là. Ouais, ouais, bien sûr, parce que de base, comme je te disais, je faisais de la boxe à l'époque. Et donc, du coup, physiquement, j'étais quand même déjà bien développé, etc. Donc, ça en a découlé naturellement, en fait. Et voilà, j'avais ce petit truc-là qui était le mental, entre guillemets, de la boxe. Et j'aimais bien le défi physique, ce genre de choses. Et physiquement, j'étais assez costaud. Donc voilà, j'ai directement été remarqué aussi par des recruteurs, etc., qui m'ont fait. J'ai dû faire 6 mois dans un petit club, à Montmorency, comme je disais avant. Et je suis parti au Racing pour la suite, quoi. Ah oui, donc ça allait super vite. Ah ouais, ça allait très vite, ouais. Ça allait très vite parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est mon père qui me dit ouais, tu sais, il y a un club de rugby qui s'appelle le Racing 92, il te donne 50 € par match. Il faisait des choses pour gagner de l'argent qui n'étaient pas forcément terribles. Et mais 50 €, c'est rien, mais quand t'as 15 ans, Ouais. c'est pas mal déjà. Tu fais 50 € pour faire ce que t'aimes, c'est très bien. Et le recruteur, il m'a fait visiter le Racing et il m'a dit voilà où tu peux jouer. Et si tu as envie, si tu es bon, tu pourras devenir pro ici. Et j'ai dit mais en fait, des 50 €, je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est ici que je veux être. Là d'où je viens, c'est bien, mais il y a pas trop d'avenir, entre guillemets, d'avenir certain. Et je me suis dit bah, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Donc les 50 €, je les avais oubliés. La seule chose que je voulais, c'était être ici et ne plus repartir, quoi. Donc avant, même c'était à ce moment-là, l'école, c'était bon, je pense qu'on va en discuter, mais c'était pas du tout mon point fort. J'étais hyper dyslexique, personne ne s'intéressait à moi à l'école, etc. Et après, bah, on m'a pris comme j'étais, on m'a aidé, quoi. Ouais, donc en gros, tu es passé d'une enfance un peu compliquée, Ouais. un peu
dans la boxe un peu violente, où tu as fait des conneries, j'imagine, Ça, à un moment où tu t'es dit, en fait, par le rugby, j'ai un peu trouvé une porte de sortie pour me libérer, pour gagner de l'argent, ok, mais aussi pour me libérer c'est de ça. l'endroit où je viens, qui... C'est ça, c'est ça. Et surtout, je me suis dit, en fait, j'ai le droit aussi d'avoir cette chance-là, en fait. Le sport, j'étais pas fan de sport, en soi, mais j'étais convaincu que voilà, j'avais envie de me développer, etc., de faire quelque chose de bien dans ma vie. Et si j'avais pas eu le sport, je pense que ça aurait été compliqué, je pense, hein. Et je suis pas devin, mais je pense. Et voilà, quand j'ai appris que voilà, j'avais une opportunité, une chance de faire un sport, bah, j'ai bien saisi l'opportunité, quoi. Et on dit souvent on entend souvent que le rugby a des vraies valeurs. Souvent, les rugbymen disent oui, c'est des plus belles valeurs que le foot, etc. Mais de l'extérieur, on ne sait pas trop ce que c'est les valeurs du rugby. C'est quoi pour toi les valeurs du rugby? Aller voir un rugby, c'est, comme je disais, ce sentiment d'appartenance, et peu importe qui t'es, d'où tu viens, ton orientation sexuelle, ton couleur, ta religion, ton, ton style de vie, ton niveau de vie, peu importe qui t'es, en fait, du moment que tu enfiles ce maillot-là, t'es un frère, t'es une sœur, tu vois, et tout le monde se donne corps et âme pour le copain, comme on dit, le copain d'à côté. Donc voilà, il y a pas de discrimination en fait dans le rugby. Tu peux être grand, petit, obèse, maigre, etc. Du moment que tu as des qualités, c'est-à-dire des qualités mentales et physiques pour jouer au rugby, bah, tu es le bienvenu dans notre équipe et dans notre famille, quoi. Donc c'est ça que j'ai ressenti. Et moi qui venais d'un quartier, je me suis dit, mais j'avais jamais eu l'opportunité, enfin, jamais eu la chance, ou non, mais de jouer avec des personnes d'une autre couleur qui étaient des blancs, des chinois ou ce genre de choses, des personnes qui étaient hors de d'où je venais. Et je me suis dit, en fait, si je fais pas ce sport-là, jamais je les aurais rencontrés. Peut-être dans d'autres circonstances. Mais rien n'aurait fait que ce serait rencontré pour jouer au rugby ensemble. En fait, au final, je me suis dit, bah, c'est mes potes, en fait. C'est mes potes et qui ont d'autres visions de la vie, etc. Et qui m'ont fait grandir aussi. Et du coup, voilà, c'est là que j'ai compris que ce sport-là rassemble beaucoup. C'est un peu à l'image aussi du pays qui est la France, où tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont complètement différentes, mais on est tous derrière un même pays. Et en tout cas, du moins, j'espère. Et ça colle vraiment aux valeurs du rugby, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais est-ce que du coup, ça t'a donné une autre image de la France que celle que tu avais préalablement? Ah oui, mais totalement, C'était totalement. quoi l'image que tu avais avant et J'avais pas, en fait, ce sentiment encore une fois, d'appartenance. J'avais l'impression que j'étais mis de côté, que tous mes semblables étaient mis de côté parce que j'habitais à Villers-le-Bel dans un quartier qui était franchement, tu ouvres un placard, t'avais des cafards. Tu pouvais faire une image tous les jours, c'était pas terrible. Et j'étais mis de côté, mais au final, je pense que je me mettais indirectement, je pense, de côté. Et pour moi, comme je dis toujours, c'est pas une excuse, en fait, de venir d'un endroit ou d'un autre. C'est toi et tes envies et tes déterminations. Et quand j'ai vu ça et j'ai vu que voilà, le rugby m'avait ouvert les yeux sur ce que j'étais et sur ce qu'était le pays, bah, j'ai dit qu'au final, je me mettais le doigt dans l'œil, en fait. Il y a tellement de gens qui se mettent le doigt dans l'œil aussi. Et je veux être cette personne aussi qui essaye de montrer aux jeunes qui veulent faire du sport ou non, de l'entrepreneuriat ou non, des études ou non, mais que voilà, ne restez pas cet environnement fermé, essayez de voir ce qu'il y a autour. Et quand tu vois ce qu'il y a autour, ça t'ouvre l'esprit et ça te donne des opportunités aussi pour la vie, quoi. mais c'est clair et puis surtout, je trouve que c'est rare les sports qui te permettent de rencontrer des gens très différents de toi. Que ça j'ai l'impression que quand tu fais du foot, globalement, tu restes avec des gens un peu comme toi. Tu fais du tennis, ça appartient aussi à une certaine classe sociale. Le rugby, c'est vrai que c'est un sport un peu plus hybride où tu trouves des gens de tous les milieux sociaux Ouais, c'est clair, hein. et en même temps, de toutes les régions de France. Ça arrivait tard, hein, au rugby, hein. Ça arrivait tard. À l'époque, il y avait pas trop de mixité dans ce sport-là. C'était beaucoup les comment expliquer ça? Des bourgeois de Provence. Des bourgeois de Provence, voilà, c'était beaucoup de c'est pas forcément des bourgeois de Provence, mais tu avais beaucoup de provençaux, tu avais beaucoup de gens qui venaient soit de Toulouse, de Cassone, d'Angoulême, de Bayonne, et cetera. Mais tu avais pas ces joueurs qui venaient de la banlieue parisienne, ces joueurs qui venaient de Paris, de très peu de joueurs d'Île-de-France. Il y en a que 2 entre guillemets, dans le nord de la France, qui sont au top niveau, top 14, hein, quand je dis top niveau. Alors que quand tu vas un peu dans le sud, t'en as 12 autres, quoi, dans le top 14. Donc ça montre que voilà, le vrai vivier, il est dans le sud, mais aujourd'hui, voilà, on peut compter sur des clubs franciliens. Et il y a des jeunes de la banlieue aussi qui poussent derrière et qui ont envie de faire ce sport-là. Et aujourd'hui, voilà, le sport s'est démocratisé, entre guillemets, dans tous les aspects. Ça me fait penser, là, il n'y a pas longtemps, j'étais parti à Picasso, là, à Nanterre, là où il y a eu, il n'y a pas si longtemps, des émeutes, etc.
Et je voyais des mamans de la banlieue qui étaient africaines, des mamans qui étaient maghrébines, des mamans françaises, etc., qui jouent au rugby. Qui jouent au rugby, je dis: «Mais ça existe ça?» Je dis: «Mais j'ai jamais vu ça, moi. Pour moi, c'était que nous, nos générations qui jouons au rugby, et cetera», non. Parce qu'elles, en fait, elles aimaient ce sport-là. Et dans tout ce quartier-là, bah, quasiment tout le monde joue au rugby. Et je me suis dit: «En fait, on ne met pas la lumière sur ces gens-là, parce que peut-être qu'on ne le sait pas et qu'on ne le veut pas, ou peut-être ces gens-là ne veulent pas forcément qu'on mette la lumière sur eux». Mais je pense qu'aujourd'hui, le sport qu'est le rugby, rassemble beaucoup de personnes et peu importe ton identité, ta provenance, tu as toute ta place qui est parmi nous, quoi. Et toi, j'imagine que tu contribues aussi à ça, c'est-à-dire à montrer que tu peux venir de banlieue parisienne et faire du rugby, à implanter, j'imagine, en région parisienne, plus le rugby et aussi à est-ce que tu as senti, après les JO, parce qu'il y a quand même un engouement, la France a une très bonne équipe, que tu as senti qu'il y a eu quelque chose qui a changé? Ouais, bah, j'ai vu que ça a changé. Je pense que j'aurais aimé que ça enfin, j'aurais aimé, je pense qu'on aurait tous aimé que l'impact soit encore plus grand. Mais ça a fait à beaucoup de gens que voilà, tu avais des Français qui étaient bons. Tu avais des joueurs qui venaient de France, de peut-être du village d'à côté, de la ville d'à côté, de la cité d'à côté, qui étaient en équipe de France. Donc voilà, dans le rugby, ça enfin, la coupe du monde et les jeux olympiques ont montré que voilà, il y avait un beau pays de rugby, quoi. Et le fait de très vite, enfin assez jeune, gagner de l'argent là où par exemple, peut-être tes potes de lycée ou de collège, gagnaient pas forcément leur vie à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au monde? D'être professionnalisé aussi jeune? Ça m'a apporté de la discipline, de la rigueur. Ça m'a apporté, beaucoup, enfin, de grandir. Ça m'a fait grandir plus vite que les autres, je pense. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais ça m'a fait grandir, ça m'a montré ce que c'était qu'entre guillemets «être un homme» plus tôt, d'être responsable plus tôt. Donc non, franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on voit une belle différence entre certains de mon âge qui ont pas forcément été professionnels comme moi, et cetera. Mais ça te responsabilise plus vite que les autres, quoi, je pense. OK, non, mais c'est vrai que ça donne envie et Clair. c'est une chance de s'en sortir par le sport. Avant de passer à toute la partie école, éducation qui nous intéresse surtout dans la recette, on va parler de tes épreuves personnelles. Tu en as eu beaucoup. Quand je cherche, ton nom sur internet, je vois que tu as eu des problèmes cardiaques, que tu as eu des problèmes physiques, liés au sport. Heu, est-ce que enfin, je veux bien que tu nous racontes ça et nous dire un peu quel effet ça a eu sur toi et comment tu t'es relevé à chaque fois? Parce qu'il y a l'air d'en avoir eu plusieurs. Ah ouais, il y en a eu plusieurs. Bah, à la naissance déjà, j'ai eu un gros problème cardiaque, j'ai eu une malformation cardiaque qui est une CIV, c'est une malformation cardiaque, c'est, une pression intraventriculaire. Je vais avaler liquide amniotique, donc pour faire pire, enfin non, il y a bien pire, mais j'ai commencé vraiment dur. Et donc du coup, voilà, on m'a opéré du cœur. Donc il y a une petite hémoscopie ici, mais voilà, qui disparaît au fil des années. Mais voilà, à la naissance, j'ai pas été épargné. Par la suite, normalement, j'aurais pas pu faire de sport. Et grâce aux médecins et grâce à peut-être une force divine, et cetera, j'ai pu jouer au sport, j'ai pu faire du sport. Après du coup, j'ai pu faire du rugby. Par la suite, dès que j'ai commencé le rugby, et cetera, j'ai eu pas mal de blessures au genou. Souvent, on dit les ligaments croisés, et cetera. Malheureusement, j'ai eu 3 fois les ligaments croisés. Moi, à chaque fois que j'entends parler des ligaments croisés, c'est la fin d'une carrière. C'est ça, ouais, ouais. Moi, j'ai eu 3 fois ça. J'ai eu 3 fois les ligaments croisés. Et chaque fois, ça a été une épreuve de plus. Je suis bien entouré par ma famille, donc ça va. Des amis aussi. Et mais je suis hyper déterminé. Donc peu importe ce qui m'arrive, comme je dis, hein, mon rêve, c'est d'être la meilleure version de moi-même. J'ai envie d'accomplir des choses que personne n'aurait pensé possible pour moi. Et être là où personne ne pense que c'est possible que j'y sois. Et du coup, je suis déterminé à chaque fois. Je me dis: «Tu penses que ça va s'arrêter là?» Mais non, je reviens encore plus fort. Et comment tu fais? Par exemple, la dernière fois, j'ai vu que c'était en 2022-2023. Tu te dis pas, tu fais, en fait. Tu te dis pas, tu fais, et puis c'est une épreuve. C'est une épreuve de plus, c'est un challenge. C'est, challenge contre toi-même aussi. Parce que c'est toi et toi-même quand tu te rééduques. C'est toi et toi-même pendant 10-15 jours où tu souffres, tu pas à dormir parce que tu as ton genou qui est un peu ouvert. Et c'est toi et toi-même quand tu entends qu'on te dit à côté, le rugby c'est fini, que, heu, tu vas devoir faire autre chose, et cetera. Bah non, parce que tu es hyper déterminé. Comme je disais, enfin, mon premier croisé ou mon deuxième ou mon troisième, à mon âge, il y a des mecs qui font la guerre. Et bah, il y a mon âge, il y a des mecs qui ont vraiment la pression. J'écoutais une vidéo, c'était, Shaquille O'Neal qui faisait un podcast, et il disait,
enfin, il venait de commencer, etc. Et il avait fait un mauvais début de saison. Son père, il lui dit: «Mais pourquoi tu fais un mauvais début de saison?» et cetera. Et Shaquille O'Neal, il lui dit: «J'ai trop de pression». Son père est étonné, tout ça. Il lui dit: «Bah, vas-y, viens, rentre à la maison et tout». Et ils vont sous un pont. Et son père, il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait?» Et il dit: «Regarde». Et il était 6 heures du matin, tu avais un homme qui se levait, il y avait sa famille qui dormait, sous un ab c'était des sans-abri, quoi. Il dormait sous une tente, et cetera, et tu avais l'homme qui partait. Et le père de Shaquille O'Neal, il a dit: «Ça, c'est quelqu'un qui a vraiment la pression, ça. La pression de nourrir que de sa famille, de se nourrir lui-même parce que c'est vital. Moi, c'est pas une pression. C'est il y a d'autres personnes aussi qui sont amputées. Il y a des gens, c'est bien pire que ça. Moi, j'ai la chance de faire, je suis comme je dis, je suis privilégié de faire ce que je fais. Et donc du coup, pour rien au monde, je baisserai les bras. À moins que les médecins me disent que c'est fini, j'arrêterai. Mais voilà, je suis jeune, je me sens bien, donc je continue à me battre et je suis déterminé. Donc en gros, tant qu'il y a de l'espoir, tu vas et tu vas à fond. Exactement, Mais tu as quand même une famille. ouais, Depuis récemment, tu c'est ça. as J'ai une une petite petite fille fille, ouais, c'est ça, ouais. et ça te donne, j'imagine aussi, encore plus envie de Ah ouais, bah, bien sûr, ça m'apporte une force en plus. Et puis voilà, je me dis, l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, je me dois d'être un exemple pour elle parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'être jeune, c'est dur de grandir dans un monde qui est compliqué, qui change de tout le temps, en fait. D'autant plus quand tu es une femme aussi. Et moi, je me dis: «Bah, c'est ma fille, j'ai envie d'être un exemple pour elle, j'ai envie de lui montrer la voie et j'ai envie de lui apporter tout ce que je peux pour la soutenir». Et il y a pas si longtemps, on va en parler un peu des problèmes physiques. J'ai eu un problème cardiaque, du coup, dû à ma naissance. J'ai eu une tachycardie ventriculaire, c'est presque un arrêt cardiaque, et cetera. Lors d'un mariage, donc j'ai été opéré 2 fois, on m'a dit que le rhume était fini, je devrais avoir un défibrillateur, et cetera. Mais je me suis dit: «Attends, mais j'ai fait tout ça pour ça?» 3 fois les croisés, et cetera. Je reviens et lors d'un mariage, on me dit que c'est fini, ça, que c'était quand? c'était cet été. Ouais, Et là, cette semaine, voilà, j'ai repris. tu pied gauche de la semaine. Ouais, ouais, ouais. C'est la semaine, c'était il y a 2 semaines, ouais. C'était, bah, pour mon match de retour. Mon match, que j'ai fait pour, la reprise, et cetera. Bah, j'ai fait un bon match. Donc j'ai été mis, ouais, pilier de la semaine. Mais bon, ça, c'est un petit accomplissement. Je pense qu'il y a bien plus grand que ça. Mais voilà, c'est des épreuves de la vie qui font des fois, je me dis: «Oh putain, je vais arrêter, en fait. Faut que j'arrête, c'est trop d'épreuves». Mais si j'arrête, c'est facile, en fait. La facilité. Donc je pense que voilà, mon abnégation, ma détermination et voilà, le fait que je baisse pas les bras, ça m'a amené ici aujourd'hui. Donc je vais continuer, c'est que ça a marché, quoi. Et si tu te revoyais, toi, à 15 ans, Ouais. à l'école, tu te dirais quoi? Enfin, si tu avais un conseil à te donner? Je me serais dit: «Ouais, ne baisse pas les bras et crois en toi, en fait. Crois en toi, si tu as un truc en tête, fais-le. Fais-le et fais-le à 100 en fait. Pas de regrets. Tout ce que tu fais». En fait, je pense que j'ai des regrets où dans la vie, mais pas ce regret-là de pas avoir donné tout ce que j'ai, en fait, pour réussir ce que je veux entreprendre. Donc je me serais donné ce conseil-là depuis bien longtemps. Donne tout ce que tu as, en fait. Quand tu veux un truc, fais-le à 200 et ne regrette rien, quoi. Mais tu as quand même fait des études, Ouais, un peu en décalé, mais tu as quand même fait des ouais, j'ai fait en décalé, ouais, ouais, pour raconte-nous, donc tu as fait Neoma, qui est quand même une ouais, très bonne école. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études? Alors que là, potentiellement, factuellement, tu en as pas besoin au quotidien. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es déterre à aller faire des études, à rentrer dans une, grande école? Bah, de base, faut savoir que je suis hyper dyslexique. Je confonds les C, les S, les P, les B. Quand je veux lire un truc et se dit la ligne d'en dessous, enfin, je suis hyper dyslexique. Hem, je passais mes diplômes, j'avais un tiers-temps parce que c'était très compliqué. Bon, je détestais l'école jusqu'à, je pense, mes 15-16 ans, en fait, même 17 ans. Je détestais l'école parce que personne n'avait détecté que j'étais dyslexique. Je voyais une orthophoniste et tout, mais à l'école, personne ne faisait les efforts pour que je me sente à l'aise, et cetera. Et puis à l'époque, c'était moins sensibilisé que maintenant. Et à l'époque, je parle comme si j'avais 50 ans. Et il y a 10 ans, c'était moins sensibilisé que maintenant. Il y avait moins d'aide, et cetera, pour les enfants qui avaient cette difficulté-là. Et donc, du coup, j'avais un sentiment d'appartenance qui était pas là. C'est souvent quand tu es en cours et tout, quand tu es en CP, CE1, et cetera, tu dois lire devant tout le monde. Tu dois l'écrire au tableau. J'avais des troubles de la concentration, j'entendais une mouche, je la regardais comme ça. «Ah, tu fais ça? OK, ben, va écrire au tableau». Il écrit avec des fautes. Tout le monde rigole. Je me ferme à l'école. Je dis: «Mais à l'école, en fait, c'est pas bien, c'est de merde».
Oui, tu te sens exclu d'un Ah ouais, je système, me donc sens toi-même exclu. t'exclus le Ah ouais, ouais, je l'exclus parce que je me dis, en fait, c'est pas pour moi. Et jusqu'au jour où je rencontre une prof, parce que j'ai fait c'est le cursus scolaire classique, c'est un bac pro-vente. Et à ce moment-là, bac pro-vente, j'ai rencontré une prof qui s'appelle Madame Moelle, c'était ma prof principale, c'était ma prof de vente, euh, qui, elle, a vu que j'avais des difficultés, mais que j'essayais en fait. C'est en fait, elle m'a redonné l'envie de redécouvrir l'école, etc. Et donc, du coup, elle m'avait beaucoup apporté son soutien, etc. Elle m'a dit, mais tu sais que t'es dyslexique, etc. Avec l'équipe scolaire, on peut t'aider. Donc, on va faire des cours en plus, etc. Avec le prof de français, le prof de maths, etc. Parce que je m'étais fermé pendant tant d'années et j'avais énormément de retard sur tous les élèves. C'était long, c'était pas facile à rattraper tout ça. Et je pense que j'ai encore des difficultés avec ma dyslexie, etc. Mais j'essaie de travailler, je bosse, je lis beaucoup parce que je sais que la lecture, ça aide beaucoup. Donc, du coup, j'ai eu mon diplôme, qui était mon bac. Euh, Par la suite, enfin, mon bac, j'ai commencé à le faire avec un tiers-temps. J'ai eu mon diplôme. Mon BTS, pareil, je l'ai eu, mais avec facilité. Je l'ai eu très bien. Après, j'ai fait mon master en management immobilier. J'ai dû faire un mémoire, etc. Avec un oral, etc. Et franchement, je l'ai eu pas les doigts dans le nez, on va dire, parce que il y a eu des profs. J'ai une société à côté qui fait de la promotion immobilière, donc j'ai des collaborateurs qui m'ont aidé, etc. sur certains aspects. Et voilà, je me suis senti beaucoup plus à l'aise, en fait. Et je me suis dit, au final, on sait bien quand même ce que j'ai fait. Mais je me dis, mais si j'avais su peut-être ça depuis le départ, que j'aurais pu faire bien plus que ça. Et mon père, ce qu'il me disait à chaque fois, le diplôme, c'est pas une fin en soi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est si tu l'as, on pourra pas te le retirer. C'est pas comme le permis, etc. Quand tu as un diplôme, on pourra pas te le retirer. On peut pas te le retirer. Et j'écoutais par une vidéo un mec qui disait que un diplôme, c'est de montrer, entre guillemets, si demain tu dois avoir un boulot, que tu es capable de faire entre guillemets, du 9h, 17h, que tu es capable d'encaisser de la charge, de travail, etc. C'est se former, c'est prendre de la masse, de l'épaisseur, pour pouvoir demain avoir un boulot, gérer une entreprise, etc. Donc aujourd'hui, je pense que l'école, c'est une école de la vie. T'es pas obligé d'être bon, mais en tout cas, je pense que tu dois y passer pour apprendre à te connaître, quoi. Ouais, mais en gros, quand même, dans ton histoire, je retiens 2 trucs. Le premier, c'est que tu as une professeure qui t'a tout changé. C'est ça. Donc quand même, le corps professoral peut, à certains moments, dans un sens comme dans l'autre, hein, Ouais. impacter en très mauvais, comme ça a été le cas Ah ouais, pendant mais toute la totalement. scolarité, Totalement. et en très, très bon, comme ça a été le cas au bon moment, à la fin, de la bonne personne qui était là pour toi et qui t'a compris. 2, qu'à l'époque, on n'écoutait pas trop les troubles de la dyslexie, de la dyspraxie, du manque d'attention, et cetera, et là, ça commence à devenir un vrai sujet de société, donc que l'école change. Et 3, que tu considères que le diplôme, c'est pas une fin en soi, mais que c'est quand même une base, une ligne, une sécurité qui te permet aussi d'être plus libre, Ouais, quoi. ouais, ouais. De dire, bah, quoi qu'il arrive, j'ai quand même ça et je peux quand même me réorienter si à n'importe quel moment je me fais 12e ligament croisé, et puis que je décide de faire autre chose. Au moins, ouais, t'as les diplômes. Et puis, encore une fois, je pense que, je sais pas si vous avez tous cette image-là, il y a une photo où t'as un mec, un professeur à côté d'un arbre, un poisson dans un aquarium, t'as un singe, t'as un éléphant et t'as une girafe. Et il dit à tous ces animaux de monter à l'arbre. Le seul qui peut monter à l'arbre aujourd'hui, c'est le singe. Mais c'est pas parce que l'éléphant ne peut pas monter à l'arbre qu'il est moins bon, il est plus bête. C'est pas parce que le poisson ne peut pas monter à l'arbre qu'il est bête. Et je pense que voilà, si t'as pas forcément les capacités pour être dans un cursus scolaire, je pense que l'éducation nationale doit faire en sorte de te sentir bien, parce qu'au final, l'école, tous les enfants y vont. Après, ça, je pense, ça va créer des troubles psychologiques à certains enfants, certains jeunes, qui font que, quand ils grandissent, ils sont, entre guillemets, dans la société, enfin, ils sont à côté de la société, etc. Donc, je pense l'école, c'est plus qu'une école, c'est l'école de la vie. Et c'est là où tu rencontres tes premiers amis, c'est là où tu rencontres tes premiers amis dans le sport, tes premiers résultats, première copine, ton premier copain, etc. Donc je pense que c'est là où démarre tout dans ta vie. Donc si t'es pas dans un bon cadre, heu, tu fais de ce citoyen pas forcément quelqu'un de bien ou quelqu'un qui se sent bien dans son pays, quoi. Donc ça part de là, je pense, ouais. Bah, là, tout le monde est en train de rénover l'école. Je sais pas si tu as vu, mais il y a toute une campagne contre le harcèlement, à l'école, Oui, c'est vrai. et ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc j'avoue, c'est ton premier rapport au monde, en fait. C'est ton premier rapport à toi-même, c'est l'image que tu as toi-même Ça, ouais. de l'école. Et aujourd'hui, si tu devais critiquer, à part ce point-là, ou pas critiquer d'ailleurs, tu penses que le système scolaire, aujourd'hui, les matières qui sont choisies, et cetera, il est adapté au monde tel qu'il est ou tel qu'il devient? Non, je pense pas qu'il est adapté au monde dans lequel on vit et dans le monde de demain, parce que
Aujourd'hui, faire des mathématiques pures et dures, ça va pas te changer de vie. Faire du français pur et dur, sans savoir pour quelle raison, ça va pas t'apporter quoi que ce soit. Quand tu es jeune, en fait, tu as envie de t'amuser, tu as envie de profiter de ta jeunesse, et cetera. Et si tu pas forcément de réel but, tu te dis: «Mais pourquoi je vais le faire?» Tu sais, ça me fait penser à c'est un petit clin d'œil parce que j'ai 2 petits frères qui sont au Tchad et parce que je suis originaire du Tchad et j'ai 2 petits frères qui sont là-bas et là-bas, c'est très, scolairement, c'est très, vieille France. Tu pas plus de 10 de moyenne, tu es un mauvais élève. Tu sais, souvent, les élèves, ils sont 30 dans une classe et 29e, c'est que tu es mauvais, même si tu la moyenne. Et souvent, moi, on me disait: «Mais oh, mais ils sont bêtes et cetera et cetera». Je dis: «Mais pourquoi? Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes? Enfin, ils sont pas bêtes. Ils sont comme ils sont peut-être pas faits pour l'école, ils sont peut-être pas bien dans ce domaine-là. Ils ont déjà la moyenne. Tu peux pas faire de eux des enfants, tu peux pas, ils vont se sentir mal après, tu peux pas dire qu'ils sont bêtes. Je pense que ces élèves, enfin, les élèves qui sont comme mes frères, eux, ils sont au Tchad, mais en France, je pense que ça doit être pareil. Heu, Tu peux pas les réduire à une moyenne, en fait. Je pense qu'il faut aller chercher plus loin que ça. Et C'est surtout, tu les évalues que sur un truc. c'est ça. C'est-à-dire que toi, par exemple, si à 15 ans, on t'avait évalué sur d'autres compétences, par exemple, je sais pas moi, la créativité, la l la capacité, sportive à je sais pas. Souvent, on dit souvent, c'est une voie de garage, en fait. Et si tu fais pas le cursus, classique, on dit que c'est une voie de garage là où tu vois, tu vois? En fait, tu te dis: «Mais en fait, si je fais pas comme tout le monde, bah, je suis la risée, en fait. Si je suis pas comme tout le monde, c'est que je suis j'ai c'est que je suis malade, c'est que je vais pas bien, je suis». On dit pareil, il y avait l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais SECPA. Si tu pas des bonnes notes, tu vas en SECPA. Souvent, on rigole des SECPA et cetera. C'est pas bon, c'est de «rejeter» entre guillemets, c'est de balancer la patate chaude, tu vois? Et moi, j'étais à ça, hein, d'aller en SECPA et le prof qui m'avait dit ça, je l'ai recherché sur les réseaux et cetera, ou de trouver une adresse pour lui envoyer mon diplôme. Je lui ai dit: Aujourd'hui, j'ai un master, j'ai une entreprise, je suis rugbyman professionnel». Et c'est que le début parce que voilà, j'ai encore envie de grandir parce que je suis plus jeune et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ces gens-là, en fait, je pense qu'ils ont gâché tellement de gamins qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, je pense, en train de changer, mais elle a détruit beaucoup de jeunes, je pense. C'est clair et là, il y a des réformes qui font que quand même on essaie de changer et nous dans le média, dans les médias d'orientation, on reçoit énormément de messages de gens qui nous disent, «Ah mes parents veulent que je fasse ça, mais moi j'ai envie de faire ça». En fait, le gros sujet, c'est aussi ça, c'est que les gens ont du mal à trouver, comme tu disais, leur vocation parce qu'on leur dit tellement quoi faire. Ils ont du mal à se dissocier eux en tant que personnes parce qu'ils sont super jeunes, Ça, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont le courage d'assumer. Donc toi, si tu avais un jeune aujourd'hui qui sait pas ce qu'il veut faire et qui se sent un peu nul et qui est un peu en mode SECPA, genre, à côté de l'école et qui passe vraiment à côté, tu lui dirais quoi pour trouver sa voie? bah, moi, je pense que voilà, si un jeune devait trouver sa vocation et cetera, s'il se sent pas forcément bien dans l'univers dans lequel il évolue aujourd'hui, c'est de faire ce qu'il aime. C'est de s'y mettre à 100 dans ce qu'il aime. S'il aime le sport, bah, qu'il s'y mette à fond. S'il aime les mathématiques, qu'il s'y mette à fond. S'il aime bien l'histoire, le géo et cetera, qu'il s'y mette à fond parce que peut-être que, voilà, il aura peut-être un domaine plus tard qui fera en sorte que, voilà, tu trouveras sa vocation parce que tu es mauvais en maths et que tu es bon en français, que tu feras rien de ta vie. Parce que tu es bon en français et que tu es mauvais en maths et que, ouais, que tu es mauvais en maths, que tu feras rien de ta vie aussi. Donc, si tu un point fort, fonce dedans, tu as des points faibles, essaie de les travailler, mais n'en fais pas une fin en soi. Concentre-toi sur tes points forts et ce que tu aimes le plus, quoi. Et relève-toi quand tu te fais les ligaments. Exactement, c'est ça, ouais. Et la dernière question qu'on va poser à chaque fois dans la recette, c'est est-ce que si tu devais, citer quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, dont les valeurs t'inspirent, ce serait qui? J'en ai pas mal, hein. Pas mal. Après, dans le domaine du sport, souvent, je m'inspire de Mike Tyson. Parce que voilà, lui, il a une vie qui était vraiment pas facile. Il s'est relevé et ça a été l'un des plus jeunes champions du monde poids lourd et il a eu dans sa vie des choses qui étaient hyper difficiles, qui étaient dures dans sa chair. Et voilà, il a eu une vie très accomplie après. Mais genre, voilà, il est le combattant qu'on connaît tous. Après, sur l'aspect national en France, bah, je m'inspire beaucoup souvent, je déconne avec mon pote, mais on dit des mecs comme Bernard Tapie. Ce sont des mecs, voilà, ils ont cassé les codes. Ils ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et ils ont fait en leur potentiel, comme on dit, à leur super pouvoir. Et quand tu as un super pouvoir, faut le conserver. Et ces mecs-là, ils ont accroché fort leur super pouvoir et ils ont été bons. Des mecs,
Après, bon, c'est sur un aspect politique aussi, mais des mecs pareils comme Nicolas Sarkozy, qui s'est battu, qui a eu son super pouvoir aussi, et qui s'y est fort accroché. Et des mecs inspirants comme ça. Après, j'enlève l'aspect politique, mais sur le côté histoire, c'est des gens comme ça qui m'inspirent beaucoup. C'est des gens qui ont voulu changer leur avenir, leur futur, parce que leur présent n'était pas forcément, je pense, très glorieux, et ils ont décidé de tout prendre en main et d'avancer avec leur super pouvoir, quoi. Donc en gros, pour toi, la recette du succès, c'est de travailler, de casser les codes et d'avoir confiance en soi et de se battre en permanence Exactement, ouais. pour faire ce que t'aimes, finalement. Ça, faire ce que t'aimes, et surtout pas écouter les gens qui sont autour de toi et qui te disent de ne pas faire ça. Parce que si t'aimes faire un truc, fais-le. Ne te freine pas, et tant que t'es heureux, bah, c'est le principal, quoi. Merci beaucoup, Hassan. Merci à toi.